Bonjour Ariane. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau format, la librairie du mot, part dans la grande aventure du podcast. On s'était dit que c'était une bonne manière aussi de parler, un peu comme on le fait dans le magasin aussi, avec vous, de parler de livres et tout. Et là, on inaugure un tout nouveau format donc de podcast qui va s'appeler Qu'est-ce que t'as lu ? L'idée, c'est tout simple, c'est forcément, nous, pour notre métier, on lit énormément de choses. Pour ma part, beaucoup de BD, mais pas que, effectivement. Et tous, finalement, on lit un peu de tout dans la librairie. Et c'est un peu cette idée de régulièrement, on se croise, on dit, tiens, en fait, j'ai lu ça, c'est assez cool et tout. On s'auto-conseille entre libraires. Donc, on s'est dit, tiens, on va vous faire partager ça. Et donc, voilà, l'idée, ça va être d'enregistrer avec les bonnes volontés de la librairie, un peu, tout simplement, qu'est-ce que t'as lu, quoi ? Alors Ariane, qu'est-ce que t'as lu ? Alors récemment, j'ai lu un petit roman ado qui était plutôt pas mal, je m'y attendais pas. C'est Sombre Solstice, c'est un tome 1 sur 2. C'est de Lizzie Felton et de Johanna Marins de chez Slalom. C'est magnifique. Je m'y attendais vraiment pas, on m'avait vendu comme quoi il y aurait un petit truc, mais il y a un gros truc finalement. Donc c'est l'histoire de 4 amis qui, dans les années 70, vont dans un camp de vacances, un peu perdu. Sauf qu'ils se perdent vraiment. Ils sont au bord d'un lac, il n'y a pas du tout de camp de vacances, il y a un petit village au loin là, mais on ne sait pas plus. Et ils commencent à avoir des trucs assez étranges. Donc le lac se retire la nuit, il y a des bruits qu'on ne comprend pas. Et on comprend que dans l'atmosphère un peu de ce groupe, il y a des petits secrets, des petits trucs qui vont émerger au fur et à mesure de la lecture. C'est palpitant. Ah, et puis le livre est beau. Déjà, tout court, c'est un Ça truc fait de dingue. beaucoup, effectivement. La couverture est magnifique, le jaspage, on n'en parle pas. Et avec les 2 tomes réunis, ça sera encore plus beau dans la bibliothèque. Ah, pas mal. Ouais. Et donc, j'ai cru comprendre que, comme tu me disais, c'est que, en plus, il y a du bon gros cliffhanger en fin de tome. Oui. Et que la série est prévue pour... Bientôt, fin 2025, normalement, ça se finit. Voilà, mais donc, c'était 2 tomes, je crois. oui, c'est ça, Ouais, 2 tomes. Ouais. Pas mal. Mais on comprend avec le titre Sombre Solstice que il va y avoir un solstice et que ça va jouer sur ça. Et dans le tome 1, on n'y est toujours pas à ce moment-là. Donc on comprend que voilà, on veut le 2 pour la suite et qu'ils mettent un peu de tension pour pousser à l'achat aussi. Mon Dieu, l'achat. Oh là là. Le capitalisme. Mais non, puis en plus, l'ambiance a l'air pas mal. Enfin, voilà, moi je l'ai pas lu, mais si l'ambiance colle à l'esthétique du livre, effectivement, on peut être sur quelque chose d'assez sympa. J'ai pas de mots. Voilà, bravo, premier podcast, pas de mots. J'espère que la suite sera bien. Mais oui, Restez, abonnez-vous. Qu'est-ce que t'as lu ? Alors, toi Arnaud, qu'est-ce que t'as lu ? Je viens de lire un truc extrêmement bien. Alors, de la bande dessinée. Il y aura pas que ça, vous inquiétez pas, mais voilà, de la bande dessinée. Je viens de lire Nosferatu, chez Comics Initiative, par Fontanilli, qui est un auteur que je connaissais pas du tout. Alors c'est un très très beau livre, encore une fois, format à l'italienne, donc on va dire horizontal, dos toilé, et extrêmement graphique, très très peu de bulles, très peu, mais parce que ça joue avec le sujet. Et le sujet, effectivement, c'est Nosferatu, le film, le premier, pas celui qui vient de sortir là il y a pas longtemps, mais vraiment le film légendaire, qui a eu une histoire assez particulière, c'est-à-dire que ils avaient pas les droits pour dire que c'était Dracula. Donc ils se sont dit on va changer les noms, on va changer un peu l'histoire, on va changer pas mal d'éléments, et ils vont aussi faire cette espèce de vampire, vraiment cette espèce de visage blanc, blafard, des longs doigts, vraiment une espèce de chauve-souris humaine un peu... et qui justement va avoir des porosités sur la manière dont on va filmer ou animer ou mettre en scène de nouveau Dracula. En fait, il y a des éléments qui sont des éléments de Nosferatu qui apparaissent dans les trucs qu'on utilise dans Dracula. Donc c'est une espèce de figure légendaire, et en fait la bande dessinée joue clairement avec ça en fait. C'est-à-dire que c'est construit avec des pages extrêmement graphiques, avec de tout. On va avoir un peu du crayonné, on va avoir des choses quasiment du dessin vectoriel retravaillé, mais avec une esthétique vraiment folle, et une espèce de voyage initiatique très métaphorique en fait
du personnage donc de Nosferatu, mais qui est mis en parallèle avec un peu les réalisateurs, les personnages. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bulles, c'est que comme c'était du cinéma muet, ça joue aussi avec le côté de temps en temps, à quelques petits moments, il se passe quelque chose en muet, et puis après on a un texte qui apparaît dans une page dédiée avec le petit cadre autour qui va bien. Vraiment une super découverte, assez particulière. On est entre le livre graphique et la bande dessinée. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc voilà, donc un titre vraiment inattendu. Enfin, ça fait partie de ces petites pépites moi que j'aime bien trouver un peu dans la bande dessinée. Et une très jolie découverte en tout cas. Qu'est-ce que t'as lu? Et moi, ça me fait penser à quelque chose. Un roman aussi que j'ai lu, un roman ado toujours, excusez-moi, j'ai pas vraiment le temps pour autre chose en ce moment. C'est What the Rivers Know, excusez mon accent, de Isabelle Ibanez. Oui, t'as remarqué. Chez Rajo. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à un film. Arnaud, est-ce que si je te fais un petit résumé, il faut que tu trouves le film, ça m'a fait penser. Un jeu dès le premier épisode, mon Dieu. Donc, je m'accroche à la table. Une demoiselle qui a perdu son père et sa mère dans un accident un peu tragique, elle n'en sait pas plus, et elle part en Égypte rechercher des réponses. Elle est toute seule, elle est aventurière, mais elle va en Égypte chercher des réponses. Alors, ça te dit quelque chose? Non, c'est très référence geek, tout ça, non? Oh là là, Lara Croft. Mais oui, c'est totalement ça. Oui, je suis vieux, j'ai joué à la PlayStation 1. Donc moi, je ne connais pas le jeu, mais bon, je connais les films, donc ça m'a un peu aidé, et totalement en lisant, j'ai pensé à ça. Bon, il y a un aspect un peu magique, mystique à l'Égypte, voilà. Donc cette jeune fille, c'est dans un temps passé, donc voilà, elle n'a pas forcément tous les droits que nous avons aujourd'hui, mesdames. Donc elle doit franchir toutes les étapes, tous les obstacles que les hommes mettent à sa disposition et contre elle. Voilà, et elle veut quand même des réponses. Donc elle va aller en Égypte, comme ça, en faisant un peu filouterie un peu partout. Et elle va réussir à voir son oncle, donc celui-là qui a sa garde, qui a son... Voilà. Sauf que, il veut pas d'elle. Et elle est très bien chez elle, donc il va la renvoyer, mais elle va pas se laisser faire, et elle va faire un peu des manigances pour trouver des réponses. Et on va se rendre compte que son père lui avait légué un objet par courrier, et que celui-là va apporter des réponses autant à elle sur ce qui s'est passé, autant à son oncle, qui est à la recherche d'un tombeau, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop quoi. C'est une pépite. Pareil, plusieurs tomes. Le tome 1, ça finit sur une tension malade. Je pense que c'est la mode. En ce moment, ils aiment bien faire ça, les tensions à la fin. Le bon cliffhanger, comme ça fait toujours... Mais j'ai pas de date pour le 2, donc ça c'est un peu rageant. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas quand. C'est bien, il faut attendre, il faut savourer, il faut créer de l'attente entre chaque roman. Oui. Et je radote, mais pareil, comme le précédent, le livre il est trop beau aussi. Oui, bon, alors je mets pas ça à mon argument principal, mais effectivement, il est beau. Et les deux aussi réunis vont être beaux. Vive la jeunesse et le roman ado. En ce moment, ils font des trucs assez formidables. Oui, c'est vrai. Donc pas mal. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue un peu. En plus, le côté Lara Croft. Alors, j'ai une vision un peu plus moderne. Lara Croft, ça reste quand même un personnage quand même plutôt moderne pour moi, mais oui, j'imagine bien l'idée que ça peut. Effectivement, ça a l'air assez cool comme truc. C'est un petit pavé, mais on y accroche jusqu'au bout de l'intention. On veut le truc, quoi. Il y a des explosions. Oui, mais oui, bien sûr. Mais allez-y, courez. Ce livre est formidable. Ouais. Et donc, oui. Oui. J'ai pas grand-chose pour rebondir. Mais si, t'as dit que t'attendais une suite. Bon, c'est pas vraiment une suite, mais on sent quand même le truc. Tu sais, celui-là, le petit manga, là, qui attend. Ah, mais oui, mais ça, je te le laisse, celui-là. Mais non, je te laisse, c'est cadeau, non? C'est toi qui m'as fait découvrir, donc allez, fais ton job. Qu'est-ce que t'as lu? Donc oui, bon, alors du coup, avec plaisir, moi je te le refile, allez. Allez, je le prends. Il y a eu un petit manga qui vient de sortir là, c'est un joli tome 1, c'est une autrice que j'aime beaucoup, et donc qui s'appelle Kazue Amano. Alors attention, on n'est pas sur le manga très habituel, on n'est pas sur une trame d'aventure ou ce genre de choses. C'est l'autrice qui a fait Aria and the Masterpiece. Et ceux qui ont déjà bataillé un peu avec moi dans le rayon savent que pourquoi j'aime cette série-là. C'est parce que quand j'en ai marre de voir des gens qui se découpent entre eux, globalement, j'aime bien avoir un truc très agréable. Et cette autrice-là fait des choses assez formidables là-dessus. Très mignon. Très mignon, très agréable, très feel good, avec des micro-intrigues, mais pas d'enjeu. Une fois qu'on accepte ça, en fait, il y a quelque chose de très doudou.
Et donc, oui, voilà, ça fait. Non, mais franchement, voilà, c'est une autrice qui fait des choses très feel good, très agréables, très douces, et ça fait énormément de bien. Une fois qu'on accepte ce parti pris-là, ben, on y va, on se plonge dedans, et c'est formidable. Et en plus, le dessin est très très beau, c'est très créatif, c'est très doux. Voilà, pour résumer assez vite, mais Aria the Masterpiece, c'est une série. On est sur une espèce de Venise du futur sur Mars, avec une jeune fille, une jeune terrienne qui veut devenir Ondine, qui est l'équivalent de gondolière en fait. Donc, on voit des copines, on apprend, on passe des petites épreuves. Son patron, c'est un chat. Enfin, voilà, c'est qui parle. Non, il parle pas. Mais c'est un chat. Enfin. Et donc voilà, et c'est agréable, on va se croiser, on se donne rendez-vous, on va découvrir des petits trucs cachés, tout ça. Et donc voilà, cette série-là, en plus dans une très jolie édition, quasi perfecte, enfin vraiment chez Kiyun. Et donc ça c'était Aria the Masterpiece. Et puis récemment, le temps passe et je m'en rendais pas compte à quel point le temps passe vite, mais parce que j'étais pas à jour sur les tomes, je m'étais même pas rendu compte qu'ils étaient plus édités à ce moment-là. Et en fait, ils sont ressortis récemment parce que justement, Kiyun édite une nouvelle série de la même autrice, et donc par l'occasion a réédité Aria, qui s'appelle donc Coloré, Créare. Et on est clairement là-dessus aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'intrigue, mais voilà. On est dans un joli petit monde un peu particulier. C'est un monde qui est suspendu, protégé par des gigantesques rideaux. Et on suit des humains qui vivent tout bien. Notamment, on suit une jeune fille qui vit dans un salon de thé / moulin, tout mignon, géré par un monsieur qui a l'air strict comme ça, mais qui est tout doux aussi. Et cette jeune fille-là, c'est la jeune fille choupidoute, elle zozote, elle s'émerveille de tout et n'importe quoi. Et il y a une dame qui apparaît dès le début du manga, qui la surveille au début, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, voilà, toutes les histoires vont se croiser, on va comprendre le pourquoi du comment de cette histoire-là. Donc pour le moment, elle introduit un peu plus d'intrigue qu'Aria. Mais c'est tout doux. Et il y a même un chat noir géant. Toujours. Avec une cape. Il y a toujours des chats. Il y a toujours des chats. Elle adore les chats, je pense. Oui, et elle a tout à fait raison. Oui. Et franchement, voilà, c'est quelque chose de doux, d'agréable, de chill. Enfin, servi quand même avec un dessin très lisible, mais assez créatif. C'est un manga que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as lu? Et toi, Ariane? Qu'est-ce que t'as lu? Hey, qu'est-ce que t'as lu? Oui, qu'est-ce que t'as lu? Comprenne le pli. Qu'est-ce que t'as lu? Alors, moi, depuis tout à l'heure, je dis, mais la suite arrive bientôt et tout ça, j'ai hâte. Et là, je vais vous parler d'une suite qui est arrivée et qui était attendue. Donc, c'est Nothing Like the Movies, excusez-moi toujours, de Lynn Painter chez Comet. Donc, j'aime particulièrement les éditions Comet. Que tu aimais bien les éditions Comet. Ils m'ont poussé un peu et ils ont raison parce que c'est de la romance bien. C'est vraiment bien écrit, il n'y a pas trop ni trop peu, c'est vraiment feel good, on adore. Et là, c'est une suite, donc c'était Better Than the Movies, le tome 1. Mais oui. Un petit succès avec des comédies romantiques musicales, la musique partout, des playlists. Et là, le tome 2, on retrouve les personnages principaux du tome 1. Bon, ils ont évolué, tout ça. Et ce que j'aime bien dans ce tome, c'est souvent il y a une suite. C'est super, c'est génial, on retrouve les mêmes personnages. Il n'y a pas trop d'évolution, à part qu'ils vont retomber amoureux. Là, on voit les personnages qui ont grandi, que la vie les a un peu abîmés, qu'ils ont dû se reconstruire et qu'ils vont peut-être se reconstruire tous les deux ensemble. Et c'est vraiment l'évolution des personnages que j'ai bien aimé. Bon, l'écriture aussi, on va pas se mentir. Mais retrouver ces personnages que on pensait qu'ils allaient finir heureux, tout ça, d'une autre manière, de voir qu'ils ont grandi, qu'ils ont aussi un peu reculé en arrière pour certaines choses, et ça fait une construction très bien faite et il est beau. Voilà, je suis désolée. Il n'y a pas les collectors, mais avec un Jaspage qui fait tout et magnifique. Voilà. Et la question, parce que moi j'avais la vision je n'ai lu aucun des deux tomes. Mais la question, ça avait l'air quand même très très feel good aussi le premier. Oui. Et là, le fait que les personnages soient, on va dire, je sais pas, un peu cassés, tout ça. Ça change pas le ton de la série, c'est amené comment? Non, alors dans le tome 1, un peu, on va faire un petit parenthèse, un petit résumé. Dans le tome 1, je trouvais assez long, les chapitres étaient assez longs, au début ça mettait du temps à démarrer, vraiment, fallait s'accrocher. Et là, en fait,
on alterne les chapitres. Donc les chapitres sont légèrement plus courts et on alterne les points de vue. Donc un point de vue de Wes, donc le garçon, et de Liz, la personnage principale amoureuse qui vit plein de tourments, voilà. Et ils ont... alors dans le tome 1, ouais, c'était vraiment on se découvre, on tombe amoureux avec du fake dating, tout ce qui est à la mode en ce moment. Et dans le tome 2, il veut ressortir avec elle, il leur donne quoi. Donc on a plus son point de vue, c'est pas toxique, c'est pas tout ce que vous voulez, c'est vraiment feel good quoi. Voilà, ils ont réussi à mettre encore cette patte dans le tome 2. D'accord, ouais, donc oui, effectivement, ça a l'air assez cool. Tu vas le lire? J'ai envie de te dire oui, mais je me connais. Voilà. Je pense que vu la palle que j'ai, ça va être un peu complexe. Ouais, mais toi, t'es une machine de guerre, t'en lis, mais c'est impressionnant. J'essaye. Moi, j'ai des BD, voilà. Bah oui, mais tu me donnes envie de lire des BD aussi. C'est vrai, c'est vrai. Le premier, là, merci. Je l'avais pas prévu. Merci Arnaud. Celui-là, il se lit vite, celui-là. Qu'est-ce que t'as lu? Oui. Oui. Et toi, t'as quelque chose de plus écoute, t'as lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Rien. Et plein de trucs. Ça, en fait, j'ai une liste de fous. On sait pas quand on s'arrête, mais vous inquiétez pas. Vous pourrez reprendre une vie normale d'ici la semaine prochaine. Oui, environ. Oui, le podcast sera très long. Non, je rigole. On va changer un peu là. On va revenir un peu en BD. En fait, non, je suis en train de griller toutes mes cartes BD. Donc, on va pas parler de BD tout de suite. Non, voilà, un titre moi qui m'a profondément marqué. Là, on arrive en littérature. Je suis tombé un peu par hasard, on va dire. Merci France Inter, parce que c'était en lassant les chaussures de mes gosses pour les emmener à l'école. J'ai entendu donc Blandine Rinkel parler, et je crois que c'était sur France Inter. Ça doit être sur France Inter. Et elle parlait donc de son roman qui s'appelle La Faille. C'est une autrice que je connaissais pas beaucoup, puisque je lis beaucoup trop de BD et pas assez de romans, malheureusement. Et donc j'étais passé à côté d'elle sur ses précédents titres. Là, pour le coup, le titre m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle La Faille et c'est édité chez Stock. La Faille, en fait, il y a toute une histoire, en fait, et tout le roman démarre là-dessus. C'est-à-dire que elle se rend compte quand elle écrit à la main le mot famille, elle mange le M. Et donc les gens ont plusieurs interprétations sur. Les gens ne lisent pas toujours le bon mot de fait. Et souvent, elle comprend en fait. Voilà, elle écrit La Faille en fait. Ce qui la pousse dans une espèce de gros travail d'introspection sur qu'est-ce que la famille, de retravail. Alors on est entre la recherche un peu plus littéraire, c'est-à-dire comment cette structure-là a été pensée ailleurs, comment elle a été parfois théorisée aussi d'un point de vue plus scientifique, mais aussi quelque chose de très introspectif chez elle. Pas totalement dans la veine de l'autofiction, parce que je suis pas toujours très fan de ça. Mais là, il y a une espèce de mélange comme ça qui est assez habilement mené. Et vraiment, chaque chapitre va traiter d'un point très précis de qu'est-ce que c'est qu'une famille, en bien comme en mal en fait. Et d'enlever un peu le vernis brillant qu'on met tous. Quand on nous dit famille, on a tous une image, principalement la famille nucléaire, tout ça, mais pas que. Enfin, vraiment, on a tous une image de ce que devrait être une famille. Et on le sait tous, on va pas se mentir, c'est jamais toujours super bien ça. Et justement, elle va décortiquer par petits points très précis, justement là où la machine peut s'enrayer, là où et toujours ce que ça veut dire aussi d'être adulte après avoir vécu ces petits moments où l'engrenage déraille en fait. Et ce titre est vraiment vraiment bon, je l'ai trouvé d'une intelligence folle. J'aurais aimé à son âge avoir la vision aussi précise qu'elle a de cette notion-là en fait. Et c'est un très très beau livre, voilà, qui m'a beaucoup touché. Voilà. C'est bien si ça touche. C'est l'essentiel quand même. C'est un peu pour ça qu'on lit, voilà. C'est vrai. Bouger comme ça un peu, retourner la table, revoir les notions et ouais, ce titre-là peut toucher des gens qui se questionnent un peu effectivement et ça le fait extrêmement intelligemment. Tu l'as savouré. Je l'ai savouré. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que du coup, quand tu me conseilles des trucs, je peux pas les lire. Bah oui, je comprends. J'ai un gros défaut. Quand j'aime le livre, je le lis lentement. Ouais. Ce qui est très mauvais pour un travail de libraire. Ce qui me met toujours en carafe sur plein de trucs. Mais là, pour le coup, celui-là, je l'ai savouré, effectivement. Il était vraiment bien. Qu'est-ce que t'as lu? Mais des fois, il lit, parce que je lui conseille des livres, il fait « Ah, je veux le lire !» Et j'ai réussi, notamment, avec Nous, d'Estelle Damos. Ah ouais, mais là, c'était facile. Oui. Je l'adore.
Donc, elle était connue pour la série La Passe Miroir, qui était chez Gallimard Jeunesse et en poche également. Mais elle en a sorti un entre-temps. Bon, on l'a pas forcément aimé. Il était bien, moi, je l'ai mais... bien aimé. Ah ouais? Ouais. Mais il est très particulier. Mais voilà, c'est ça. Il sort un peu trop du lot. Voilà, quand on connaît La Passe Miroir, on s'attend à quelque chose. Ouais. Et là, elle ne donnait pas ça. Et c'est ce qui fait, pour moi, penser que c'est une très grande autrice. Mais et là, effectivement, ce deuxième titre était un peu particulier. Après, faut avouer si c'est une espèce de projet de confinement. C'était un truc très différent. Et là, elle est revenue en force, mes aïeux. Parce que oui, je dis mes aïeux en 2025. Elle est revenue en force, mais voilà, là, je te laisse. Vas-y, parle-moi de ça. C'était la grosse sortie littéraire de fin d'année et j'étais en rupture. Et là, il revient enfin, je suis contente, je suis ravie. Donc nous, un petit homme comme ça qui apparaît, qui donne, qui est beau aussi, je suis désolée, toujours. Oui, le collecteur est magnifique. Mais ça a encore changé, elle a encore changé de style. Oui. C'est un autre univers, c'est un autre... Mais je l'ai lu aussi. Je l'ai lu, mais d'une façon douce. J'ai fait chapitre par chapitre et pas en une soirée c'est fait. Non, j'en ai profité. Chaque ligne était bien écrite. Vraiment, tout est magnifique. Donc, l'histoire d'une jeune fille qui doit se cacher un peu dans son monde parce qu'elle n'a pas d'instinct. Donc, elle n'a pas le nous. Alors que tout le monde a un nous. Et notamment ce jeune homme qui a un nous, mais un pas très très puissant, on va dire. Et il doit un peu faire un peu plus d'action pour être récompensé dans l'échelle de la société. Et il va la rencontrer parce qu'elle lui propose un peu une énigme, des disparitions qui se passent et tout. Et vraiment, le nous est tellement bien construit, parce que des fois on crée un univers, on va pas jusqu'au bout, ou alors il nous reste encore des questions en suspens. Mais là, elle a répondu à toutes les questions dans des détails qu'on voulait, limite on veut que ça existe. Bon, oui et non, pour certains, pour certains instincts, voilà. Mais pour en tout cas, la société, elle est bien construite. Vraiment, j'ai le concept du nous, il est assez formidable parce que on est entre la déité, la structure sociale, effectivement, le structure de classe aussi. Enfin, vraiment, parce que ça, la puissance de tel ou tel pouvoir donne plus ou moins de place dans la société. Il y a tout un jeu sur la popularité aussi qui se travaille, qui est questionné dans le roman. Et ce nous-là est, quasiment pas évoqué comme un dieu, comme une espèce de truc naturel. Du coup, on découvre effectivement par l'un des personnages principaux qu'on peut pas tous avoir un nous. Et franchement, c'est extrêmement bien travaillé parce que le roman est presque divisable en deux et encore c'est un très très gros trait. Il y a vraiment régulièrement des dynamiques, il y a vraiment des fins d'intrigue qui sont assez folles. La fin est dingue. Mais oui, c'est... On vous dira rien. Et non, faut le lire. Mais et je suis d'accord avec toi, effectivement, à travers tous ces personnages, parce que il y en a un petit peu plus qui vont se construire autour. Il y a un système de chapitres où on est dans chaque chapitre dans la tête d'un personnage et on va les retrouver, et elle met beaucoup de flou d'ailleurs. Les titres de chapitres ne donnent pas directement le nom de la personne. Et donc on joue là-dedans, on est un peu noyé là-dedans. Et oui, il y a une intelligence folle, une construction. C'est une tisseuse. Enfin, vraiment, voilà, vous savez que je conseille énormément La Passe Miroir parce que j'aime à quel point c'est ciselé, c'est travaillé, c'est de la dentelle scénaristique. Là, c'est pareil, dans un tome en plus, c'est extrêmement condensé. Et non, c'est formidable. Enfin, mais oui, je suis totalement d'accord. C'est le coup de cœur et il est de retour. Voilà, donc c'est pour ça, on vous en reparle maintenant parce que on en avait pas tout le temps eu. Et là, non, mais venez lire ça, c'est assez formidable. En plus, ça peut parler à des gens. Même l'univers en soi, il est sur une esthétique. On pourrait avoir l'impression qu'il y a un petit côté presque Hunger Games parfois, tout ça, mais c'est pas futuriste. Non. C'est une espèce de dystopie un peu étrange. C'est comme si les années 80-90 étaient devenues le futur. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordinateur, on a des Minitel, on retrouve tout ce qui est cassette audio. Donc elle joue dans un truc un peu futuriste et en même temps elle invoque les années 80-90 dans l'appareillage visuel, dans les objets et tout. Et ça donne une patte au roman qui est assez folle aussi. Ouais, non, mais lisez-nous. Et après, enfin, pas nous, non. Lisez-nous, lisez-le nous. Enfin, voilà, nous. Moustique. Le livre, en soi, c'est un roman ado, mais je le conseille pas, on va dire, avant 15 ans pour bien le comprendre et tout. Et les adultes, foncez.
C'est pas parce que c'est écrit Gallimard jeunesse que voilà, il faut se bloquer. Non, c'est le public ado va aimer, mais adulte encore plus, je pense. Ah ouais, je trouve qu'elle a une manière d'écrire. Alors j'avoue, je suis pas très objectif du coup. J'aime énormément sa manière d'écrire et chaque tome, moi, se conforte dans le fait que bah oui, elle sait ce qu'elle fait et elle le fait bien. Enfin voilà, c'est formidable. Moi, je t'ai un peu piqué ta chronique du coup. Ben oui. Hein, Non, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est bon, naturel. qu'est-ce que t'as lu? La passion. Hey, c'est le début. Qu'est-ce que t'as lu? Alors Arnaud, t'as lu quoi? Je voulais blaguer sur le côté, là ça va aller très très vite, hein, mais je voulais blaguer sur le côté beau livre, parce que là je vois que c'est un running gag, donc ça me fait penser à ça. Là on va parler manga, en plus une série que, pareil, si vous lisez des mangas et que vous venez me voir souvent, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est évident. Oui, il m'avait même conseillé moi, donc voilà. Merci Arnaud, cette encore série, une fois. elle est trop bien, elle est belle aussi. D'ailleurs, elle rentre un peu dans la thématique, on est sur des choses assez agréables Oui, aujourd'hui. c'est vrai, oui. L'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers est un très très bon manga. Il faut venir le voir, faut feuilleter les pages, c'est magnifique. Et en plus, chez Pika, c'est un peu leur bébé. Hein. Ils ont acheté la licence au Japon dès le tome 1. Ils se sont dit ce truc-là, on le laisse pas passer et tout ça. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Ils ont accompagné toutes les sorties des tomes. Il y a vraiment cette idée et c'est une série qui vraiment commence à être connue. Et justement, elle était mise en avant à Angoulême cette année. Il y a eu même une exposition dédiée, l'autrice est passée, enfin voilà, c'était une manière de dire aussi, ça y est, cette série-là, on sait que c'est bien. Mais c'était pas assez pour Pika, et ils nous ont sorti une édition qui est trop belle. Voilà, on la voit, on la regarde, on dit on la veut. Mon Dieu, mais je les ai déjà, mais oh là là, et C'est j'ai craqué, moi je l'ai acheté. Moi, j'attends encore. Ah ouais, j'hésite. C'est une magnifique édition. Je pense que c'est l'une des plus belles que j'ai vues là en manga récemment. Là, on n'est plus de l'ordre de la perfecte, on est vraiment sur quasiment de l'ordre du beau livre. Ouais. L'édition est magnifique. Le format est, alors c'est des tomes doubles, donc il y a 2 tomes par tome. Voilà, ça s'appelle l'édition Grimoire et elle est belle, elle est confortable à lire. Ce que j'aime beaucoup, ce qui est pas toujours le cas même dans les perfects, c'est que même les doubles pages ne sont pas noyées dans la colle, ce qui fait que quand on ouvre une page, on voit la planche. Et donc quand il y a une planche avec une double page avec un dragon, on voit tout le dragon. Et croyez-moi, si vous connaissez pas la série, le dessin est magnifique. Donc c'est du dessin très manga, mais avec beaucoup de fioritures, beaucoup de choses, tout en restant très lisible. Et en plus, ça rentre dans la diégèse. Voilà, je suis conquis. Mais vraiment, cette édition est magnifique. Et donc, voilà, c'est pas vraiment une série... Enfin, je considère que j'ai pas besoin de la mettre en avant parce que de toute façon, il suffit de venir me voir. Vous saurez très très vite pourquoi elle est très très bien. Mais cette édition-là, juste l'objet en soi est formidable. Moi, je l'ai racheté et je relis la série comme ça. C'est de nouveau un kiff encore aujourd'hui. Non, voilà. C'était un petit truc genre la blague des beaux livres, mais sans rire. Franchement, il est beau, quoi. Bah oui. Donc voilà, l'atelier sur édition Grimoire chez Pika, c'est très très joli. Une très très jolie bête. Voilà. Qu'est-ce que t'as lu? Dis-moi, Ariane. Mais qu'est-ce que t'as lu? J'ai plus rien. T'as plus rien, ouais? Non, en vrai, j'ai des choses, mais ils vont paraître. Donc, ça, voilà. Si j'en parle maintenant, qu'est-ce que je vais dire dans les prochains? Voilà, donc, on a peut-être du lourd à vous dire après. Ah, mais là, oui, c'est du lourd carrément. Parce que j'en ai lu un peu aussi. Oh là trop là. Bien. Mais ouais, non, effectivement. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais... c'est bien ça le teasing. Ah, mais oui. C'est pas mal. Ça fait venir. Ouais. Moustique. Bon, pour être honnête, j'en avais prévu encore plein. On va aller un peu plus vite. Mais pareil, dans les trucs qui m'ont touché hors bande dessinée, pour le coup, j'ai découvert, parce que j'avoue que je connaissais pas ce plan-là chez elle. Pourtant, quand je me suis renseigné après, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup fait jaser et à juste titre. J'ai découvert le côté poésie de Cécile Coulon. Et tout en lisant le premier qui s'appelle Les Ronces, qui est un très très bon livre de poésie. Je me suis retrouvé à un besoin de poésie récemment. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en poésie? Voilà, Rupicor, tout ça, j'ai lu tout ça et tout, mais je voulais vraiment un truc
voir comment en France on écrit de la poésie aujourd'hui, et j'ai pris une claque. Après, je serai pas le meilleur pour vous le conseiller. De toute façon, je pense que n'importe qui a entendu parler de ce recueil de poèmes sait que c'est très très bien. Je suis reparti, même j'en achète d'autres là. Je suis en train de lire Noir Volcan, pareil au Castor Astral, parce que je l'ai vu dans une librairie à Gérardmer. Très bonne librairie si vous nous écoutez. Je me suis jamais présenté, mais j'adore aller chez vous quand je suis à Gérardmer. Et ça s'appelle La Libraire. Ils sont sympas, la sélection est géniale. Et du coup, je l'ai acheté là-bas, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Il y a une espèce d'honnêteté, on voit un travail poétique qui se fait aussi. Enfin, Les Ronces, c'est presque c'est inattendu le succès en fait de ce recueil. Et donc on voit déjà une plume qui se fait au fil du truc, et il y a une vraie réponse dans les autres titres. On voit vraiment quelqu'un devenir poète, et c'est fascinant. Et déjà que j'aimais bien ses romans, je suis amoureux de ses poèmes. Donc voilà, Les Ronces de Cécile Coulon au Castor Astral, c'est trop bien. C'est trop bien. Allez-y. Si vous avez besoin de poésie, des choses un peu concrètes aussi, parfois, des fois un peu plus éthérées, mais ça parle de la vie, ça parle de... Allez-y, quoi. Enfin, c'est de la très très belle poésie. Et on peut commencer par Les Ronces, ou il faut qu'on peut faire autre chose en poésie? Parce que moi, j'ai déjà lu de la poésie, mais plus pour mes cours et tout ça. Et je me dis, j'aimerais bien en relire, mais qu'est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux commencer par ça, ou faudrait que je commence par des classiques, on va dire? Alors moi, ça passait par période. Alors, je suis peut-être pas le meilleur conseiller encore une fois là-dessus, mais Ouais. mais par période, alors, j'en ai lu... C'était une période qui a été très longue à la pause. mais par contre, je sais pas trop. Effectivement, je trouve que... Alors moi, pareil, je suis très amoureux de tout ce qui est poésie de la Beat Generation aussi. Enfin, ça, j'en ai mangé comme jamais. Après, je refais des pauses comme ça, et j'aime bien des choses un peu naturelles, un peu déconstruites, ou qui sortent un peu du gars qui est assis au pied d'un arbre avec sa plume et son gros bout de papier, qui forcément en plus est légèrement roulé sur le dessus. Oui, oui, légèrement. Voilà, oui. Tenez une feuille A4, on verra que ça s'enroule pas comme ça. Ou alors c'est super galère pour écrire. Ouais, je pense. Mais voilà. Avec la plume aussi, Ah, la l'encre, plume, puis en tout plus ça. ça gratte le Ah, nez, mais parce oui, qu'il faut que ce soit une grande plume, c'est un enfer. Faut arrêter avec ces poètes-là. Et effectivement, enfin, là, je prêche par incompétence, effectivement. Enfin, je m'étais pas trop renseigné sur ce qui se faisait aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, parce que même quand on va voir sur internet un peu la poésie contemporaine, on remonte jusqu'aux années 60, 50, et là il y a des trucs de dingue aussi, hein, aucune critique là-dessus, mais je veux voir ceux qui écrivent aujourd'hui, parce qu'il y a un revival de ça. Et Rupicor aussi, hein, j'ai trouvé ça extrêmement bon, extrêmement moderne. C'est engagé quand même. Engagé, voilà, mais c'est ça qui est cool. Voilà. Ouais, beaucoup de poésie. Je crois que dans mes vieux poches qui traînent dans ma bibliothèque à la maison, j'ai ça, hein, des anthologies de poésie engagée ou de trucs. Ah oui, il y a des petites pépites aussi. Mais effectivement, voilà, comment on écrit la poésie. Et j'avoue que Les Ronces m'a beaucoup touché parce que c'est accessible, c'est beau, c'est moderne. Ça s'autorise tout, même dans la faiblesse. C'est-à-dire qu'on voit bien que de temps en temps, la plume va glisser vers faire des vers, tout ça. Puis au bout d'un moment, on dit, non, on s'en fout, c'est pas le but. Enfin, la poésie est le but tout court. Et c'est fascinant à voir. Et donc, c'est vrai que, je me verrais mal conseiller, parce que j'en connais pas beaucoup, mais conseiller autre chose que ça pour démarrer. Ceci dit, je pense que c'est un démarrage monumental. Enfin, c'est beau. Et ça redonne envie de manger toute la poésie possible. Donc voilà, lisez Les Ronces de Cécile Coulon, et lisez les poèmes de Cécile Coulon, qui sont trop bien. Qu'est-ce que t'as lu? Alors moi j'ai au rayon ado toujours, hein, de la poésie aussi. C'est un peu plus profond, on va dire, je sais pas comment dire. Ouais. Ça s'appelle Les astres brilleront toujours de Pauline Bilazari, chez Slalom notamment. Donc on va suivre l'histoire de deux personnages, donc une fille qui est un peu abîmée par la vie, un garçon qui est toujours abîmé par la vie, et qui vont apprendre à se reconstruire. Mais oui, ils vont se rencontrer, elle va un peu l'éloigner, lui il va s'accrocher, et ils vont grandir ensemble, ils vont se reconstruire ensemble.
quitte à être des fois séparés, parce que voilà, la vie fait qu'ils n'ont pas une vie facile. Donc notamment lui avec un père assez violent avec sa mère et voilà, et sa sœur. Donc il va essayer de se protéger lui, il va essayer de protéger la famille, mais il va essayer de protéger elle. Donc le personnage principal, il va tomber amoureux, mais elle est en train de se détruire elle-même. Donc voilà, il essaye aussi de la reconstruire, de la protéger. Ils vont grandir ensemble et ça va. C'est une histoire d'amour poétique, mais il y a quand même des sujets assez profonds, assez fort et assez dangereux, on va dire, voilà. Donc non, c'était une belle petite découverte qui est aussi pas mal, poésie. Je connaissais pas ça. Alors du coup, la poésie est dedans ou Oui, en fait, c'est écrit en vers libre. Oh, c'est cool voilà. ça. Donc au début, je me suis dit ça me parle ça. Oui. Au début, j'étais un peu bloquée par voilà, notamment les vers libres. Je dis j'aime pas trop et en fait, on rentre dedans. Et on comprend que les points de vue s'alternent, et on dit ah mais oui, et en fait on oublie totalement que c'est en vers libre, et ça fait tout en même temps. On oublie, c'est là, et c'est magnifique. Ouais. Voilà. Après l'histoire est un peu compliquée, donc je comprends certaines réticences, mais voilà, vous pouvez y aller. Pour donner quelques, voilà, moi l'un des plus grands romans l'un des plus beaux livres que j'ai jamais lu de ma vie, et donc des plus beaux livres de poésie que j'ai jamais lu de ma vie à moi, c'est Le Fou d'Elsa d'Aragon. C'est pas récent, m'en avais déjà parlé, mais je radote un peu sur ces j'ai 2-3 titres comme ça. Voilà, mais, ça va revenir mais sur les podcasts. Et franchement, voilà, il se peut qu'ils reviennent, c'est possible. Et effectivement, depuis Le Fou d'Elsa, j'ai rarement eu autant de fascination pour la poésie, et ceci dit, c'est dur après un truc pareil, c'est tellement énorme. Mais ouais, ça me rappelle un peu ça, c'est une espèce de, alors c'est beaucoup plus flou et déconstruit, enfin non, c'est construit mais beaucoup plus brumeux, beaucoup plus, il y a même des espèces de dialogues temporels. Enfin, dans Le Fou d'Elsa, c'est une œuvre. Voilà, c'est le truc. C'est le truc, quoi. C'est vraiment, je l'ai vécu, moi, à l'époque, en me disant, mais, on a le droit de faire ça, en fait, c'est trop cool. On peut écrire des trucs pareils. Mais, et donc, oui, c'est un livre d'Aragon que je préfère de tout, parce que voilà, c'est un de mes livres préférés de la vie. Mais, et ça me rappelle un peu ça, c'est marrant quand même. J'aime bien quand ça se mêle un peu, il y a un peu de narration dedans. Eh ben, écoute, faudra que tu me montres ça. J'ai pas lu, ça m'intéresse bien, ça. Bah oui, mais est-ce que t'auras le temps de le lire? Ah, parce que je t'en ai présenté d'autres, hein. Ouais, non, mais... On est méchants. Qu'est-ce que t'as lu? Ah, et puis à la limite, on finit un petit rush rapide comme ça fera une très jolie fin. Je dis ça et je vois un titre là où je vais encore être dithyrambique, mais parce que tout le monde sait que c'est bien. Faire court. On va faire court, on va essayer de faire court parce que de toute façon le titre est sorti depuis quelques temps déjà, mais il faut en parler. C'est de la bande dessinée. Il est trop bien et il est vraiment bien fait, c'est beau, c'est plein de choses. Je voudrais parler de Sibylline, de Sixtine Dano, chez Glénat. Si vous traînez un peu dans les prescriptions BD ces derniers temps, vous avez certainement vu passer ce titre-là. C'est une espèce de très beau noir et blanc, semi-numérique, parce qu'il y a un pré-travail numérique et après tout un travail de fusain et de extrêmement beau, sur un sujet assez particulier qui justement aurait pu être très maltraité, et c'est pas du tout le cas là, c'est extrêmement bien fait. On suit en fait une jeune étudiante de province qui monte à Paris pour ses études d'architecte. Et elle découvre un peu très vite tout de suite en fait la différence de classe, c'est-à-dire que elle vit dans un tout petit appart parce que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Il lui donne un peu d'argent pour tenir le mois, ce qui est à l'échelle de la vie parisienne totalement dérisoire. Et en plus, son université commence à lui laisser une liste de matériel longue comme le bras, bien évidemment très coûteuse, et donc voilà, se pose très vite la question de l'argent. Et petit à petit, parce que même ça, finalement, ça n'arrive pas tout de suite. Elle va se rendre compte un peu du regard des hommes, surtout des espèces de cadres quarantenaires, cinquantenaires, un peu... voilà, les regards se tournent vers elle. Elle va découvrir un peu une espèce de pouvoir autour de ça et s'inscrire elle va finir petit à petit par s'inscrire sur une plateforme d'escort girl, en fait. Et j'aime beaucoup la manière dont c'est traité. Alors c'est très concret dans le sens où l'autrice a interviewé plusieurs personnes. Je crois qu'il y avait 4 femmes et un jeune homme sur ce sujet-là. Et elle a compilé ces témoignages-là pour en refaire l'histoire de Sibylline. Et vraiment le propos est bien traité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le misérabilisme, on n'est pas dans le voyeurisme. Il y a une vraie élégance dans le propos, ce qui permet de parler des vrais sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on en arrive à là,
les incidences que ça a sur la vision de son propre corps, le côté où de temps en temps on peut trouver ça de manière positive. Et il y a des moments, il y a un chapitre littéralement où elle se sent surpuissante en fait de pouvoir faire ça. La manière dont on peut se perdre un peu là-dedans et aussi la manière dont on en sort, où on se réveille un peu de tout ça. Et vraiment ce titre, le dessin, voilà, je cherchais sur internet si vous voyez pas, mais les images sont d'une élégance folle, et le propos est du même ordre. Et donc, c'est ce qui me parle moi dans la bande dessinée, il faut que tout fasse lien. Ce titre-là est assez formidable. Qu'est-ce que ça lui? J'avais dit que je ferais court. Ce pas- n'est pas ouais, le cas, non. mais c'est un peu dur face à un truc pareil. Et puis bon, on va aller un peu plus vite sur les suivants, même si c'est des très très bons titres. On va rester sur de la bande dessinée. Nouvelle licence, donc bande dessinée. Vraiment, l'idée des auteurs, c'est de recréer vraiment une nouvelle ganache un peu de la bande dessinée. Les auteurs, c'est Burja, Guillot et Toulout. J'espère que je dis bien les noms. Ils sont assez ils commencent à être... Enfin, ils sont connus. Ils ont des licences extrêmement punch, extrêmement bien écrites, bien faites, en plus, enfin, bien dessinées, enfin, tout y est en général. Ce qui est le cas là, encore une fois. Donc là, ils viennent de lancer chez Lombard, Daemon. Daemon, on est vraiment sur le conte mythologique un peu badass. Enfin, le personnage donc est Daemon, qui est un demi-dieu, donc c'est le fils d'un dieu et d'une humaine, qui est maudit. J'expliquerai pas trop pourquoi, mais qui a vraiment été maudit, notamment par sa condition de demi-dieu. Et il est condamné à être un héros, c'est-à-dire que il est régulièrement, s'il ne fait rien, il va commencer à se fossiliser, à se transformer en statue de marbre. Et c'est la gratitude des gens qui sauvent qui le guérit. Et donc on va le voir au début, notamment au début, parce que l'idée c'est de nous montrer une espèce de personnage mythologique un peu badass, un peu bien construit. Il se bat contre des hydres, mais limite ça commence à être habituel. Et en fait, cette série-là, elle est assez étonnante parce que elle donne pas ce qu'on imagine en fait. Je donne souvent un exemple à ceux qui me demandent à la librairie. Le western, on se fait une idée un peu de la bande dessinée western, et il y a Undertaker, avec cette espèce de personnage pas de côté, avec une espèce de panache assez inhabituel dans ce genre d'écriture. Et Daemon, c'est un peu ça pour la version mythologique. C'était vraiment, on suit cette espèce de demi-dieu qui fait ce qu'il peut, qui est suivi d'ailleurs par un musicien qui récupère un peu ses histoires pour en faire des contes, et son chien. Et donc tous les trois, ils ont une espèce de dialogue qui est assez sympa, qui s'installe entre eux. Il y a vraiment l'idée de trouver une solution. Et ne serait-ce que déjà dans le tome 1, au lieu de partir seulement sur des batailles de gros monstres où on explose tout, machin, tout ça, on n'est pas du tout là-dedans. Ils se retrouvent un peu mêlés dans une espèce d'enquête, dans une congrégation de femmes, un peu religieuse, un peu étrange. Et donc voilà, c'est un truc assez inattendu, Daemon. Si vous cherchez quelque chose de frais, vraiment bien dessiné, très rythmé, bien fait, la bonne bande dessinée mythologique, tout ça, c'est vraiment un titre à surveiller. C'est une grosse sortie chez Lombard, mais ça se comprend, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Qu'est-ce que t'as lu? Et dernier petit truc, parce que c'est un kiff, et en plus ça va rappeler un peu ce qu'on a dit un peu tout à l'heure. Vous connaissez très certainement, parce que tout le monde en parle, et c'est bien aussi, la série RIP de Gaël Sémonier chez Petit à Petit. Voilà, une série extrêmement dark, formidable, extrêmement bien écrite, tout ça. Très très sombre. Et voilà, les auteurs en fait sont dit, ils ont terminé la série. C'est quand même assez dense de gérer une histoire pareille. Enfin, pour ceux qui l'ont lu, vous savez, et c'est tellement bien fait que voilà. Donc ils se sont dit, on va essayer de se refaire une série un peu solaire. Et notamment l'un des auteurs, en fait, on lui a tendu un livre qui s'appelle Fanman, et on lui dit, voilà, ça c'est un truc, c'est cool, c'est agréable, c'est sympa. Voilà, on va retomber sur vraiment du solaire, quoi. Et ils se sont dit, ok, après RIP, c'est promis, on va adapter Fanman en bande dessinée. Ils ont changé le format pour éviter justement que les gens se trompent en se disant, ah tiens, c'est une espèce de truc comme RIP. Là, la proposition est totalement différente, même si le dessin et les couleurs ressemblent un petit peu, avec des couleurs beaucoup plus lumineuses par contre. Et Fanman, c'est le clochard céleste de la Beat Generation. Vraiment, Fanman, c'est alors étonnamment, c'est un roman que j'avais pas lu, donc j'ai hâte d'ailleurs de m'y mettre. C'est un des rares romans de la Beat Generation que je n'ai pas lu, mais pourtant tout y est vraiment. Fanman, c'est un monsieur qui vit dans un appart rempli de déchets avec tout et n'importe quoi dedans, à tel point qu'il sait même pas s'il trouve un lavabo ou si c'est ses toilettes, il sait pas du tout. Et il se balade en dehors, il parle, c'est-à-dire que
S'il pense à un truc pendant sa phrase, il va dire autre chose. Enfin, il est constamment comme ça dans une espèce de bouillonnement, on va dire créatif. Donc c'est vraiment le clochard céleste. Et en dehors quand il sort de son appart, il se balade avec un ventilateur et il va draguer des filles dans les parcs en leur disant venez ce soir, on va monter une chorale et on va tous chanter et on va faire des trucs et tout. C'est vraiment si vous aimez la Beat Generation, c'est le personnage. C'est formidable à lire, ça fait un bien fou. Ceux qui n'aiment pas la Beat Generation, fuyez par contre, parce que vous n'êtes pas prêts. Mais vraiment, non, et avec leur dessin, le dynamisme de leur personnage, vraiment le travail des couleurs qui est extrêmement bien maîtrisé, puisque c'est un duo qui nous fait des dingueries, encore une fois. Si vous avez envie de sourire un peu, et que vous aimez RIP, et que vous avez besoin de ces deux choses-là en même temps, globalement, allez voir Fanman, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que t'as lu? Écoute, c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Hein? Bon, t'as fini un peu sombre quand même. Non, c'est Funman, si. c'est cool. Non, c'est vert, c'est magnifique. Non, c'était un premier podcast. On a beaucoup parlé. On a beaucoup de livres beaux. Ouais, voilà. En espérant que ça vous plaise. Ouais. On verra si on fait plus court ou pas la prochaine fois. C'était un peu le crash test aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, en espérant que ça vous plaise, que ça vous aura fait découvrir des trucs, que ça vous fait partager un peu, un peu comme on échange un peu de temps en temps autour de tout ça. Il y en aura d'autres, mais il y aura pas que ça. Et non. Voilà, je tease, mais il y aura un autre format podcast. Et oui, la librairie de mots se lance dans deux émissions de podcast. Et en plus, on pourra en reparler avec vous aussi de ce deuxième format. En tout cas, pour le moment, en espérant vous avoir fait découvrir des bons titres et que vous aurez envie de les lire, on vous souhaite de très bonnes lectures. Bonne lecture, à bientôt. À bientôt. Ici le Arnaud du montage. C'est notre premier podcast. J'ai oublié de vous dire tout ça. Aidez-nous, s'il vous plaît. Likez, repostez, partagez, montrez. On peut le mettre sur le site de la librairie. Si vous le lisez sur le site de la librairie, n'hésitez pas à parler aussi de ça. C'est un tout premier, c'est un peu le crash test. Mais on vous prépare d'autres surprises. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres formats et des choses extrêmement intéressantes. Restez connectés. À bientôt. Moustique.